bienvenue aux tout derniers qui nous rejoignent pour ce webinaire sur le soutien à l'essaimage interrégional de projets de l'ESS, on appelle un projet FSE+, vous êtes plus d'une centaine. Donc on va pouvoir démarrer, et donc pour le démarrage, je vais passer la parole à Solène Jourdain, responsable du pôle de l'organisme intermédiaire FSE à la VISE, pour un petit mot d'accueil et parler du FSE à la VISE avant de parler de cet appel à projet essaimage spécifiquement. Solène, c'est à toi. Merci Mickaël. Bonjour à tous. Donc oui, je suis Solène Jourdain, je suis la responsable de l'organisme intermédiaire du Fonds social européen Plus. Comme Mickaël a déjà dit, mais pour les derniers arrivés, si vous n'avez pas entendu, donc le webinaire est bien enregistré et il sera en ligne sur la chaîne YouTube de Avis Média. Et vous pouvez aussi retrouver tous nos webinaires qui généralement sont maintenant enregistrés et qu'on met en ligne sur cette chaîne YouTube. Et on vous transmettra également le support avec quelques outils en plus par rapport au FSE. Voilà, donc si vous êtes bien inscrit, on enverra à toute le mailing des inscrits. Du coup, un petit mot d'accueil pour la VISE, s'il y en a qui ne connaîtraient pas la VISE. Donc, on est une agence d'ingénierie. On intervient au niveau national pour accompagner le développement de l'économie sociale et solidaire et de l'innovation sociale en France et en Europe. Donc, on a été créé il y a 20 ans et la VISE a 4 missions principales qui sont d'une part d'outiller et d'orienter les porteurs de projets à travers un site internet, avise.org, où vous pouvez retrouver toutes nos ressources, tous nos outils et en ligne gratuitement. Ensuite, on va animer des communautés d'accompagnateurs à tous les stades de développement d'une entreprise, donc de sa création à sa consolidation, son changement d'échelle et l'évaluation de son impact social. On va aussi développer des programmes collectifs d'accompagnement, comme le programme PINS, comme je pense qu'il y a certains lauréats qui sont parmi les participants. Et enfin, on va financer des projets de l'ESS avec du Fonds social européen, donc à travers notre mission d'organisme intermédiaire du FSE. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un organisme intermédiaire? Ça veut dire qu'en fait, on a une délégation de crédit de l'État, là, de la Direction générale à l'emploi et à la formation professionnelle, la DGEFP, pour soutenir du coup financièrement des projets de SS. Donc, on va soutenir d'une part le dispositif local d'accompagnement, le DLA, et aussi des projets d'ingénierie et d'outillage de dimension nationale qui visent à favoriser le développement des structures de l'ESS et renforcer l'ESS en France de manière générale. Et donc, c'est le cas de cet appel à projet qui avait déjà été publié sous différentes moutures sur la programmation européenne 2014-2020. Le précédent appel à projet avait été publié avec une thématique plus large parce qu'on soutenait vraiment le changement d'échelle en général. Et là, c'est vraiment orienté essaimage, mais bon, Mickaël en reparlera plus tard. Voilà pour le mot d'accueil. Et avant de laisser la parole à Mickaël pour vous présenter du coup les actions éligibles à cet appel à projet, je voulais quand même faire une petite introduction sur le FSE, parce que c'est quand même un appel à projet FSE. Et pour ceux qui ne connaissent pas trop le FSE, voilà, que vous ayez au moins les principaux éléments en tête. Du coup, le FSE, qu'est-ce que c'est? C'est un fonds structurel. Donc, les fonds structurels, c'est les principaux financements qui sont mobilisés par la Commission européenne pour atteindre ses objectifs en matière d'emploi, de formation, de changement climatique, d'énergie et de lutte contre la pauvreté et les exclusions. Et donc, parmi ces fonds structurels, donc qui sont des fonds qui sont gérés par les États membres, on va retrouver notamment ceux que vous pouvez connaître, par exemple le FEDER, le Fonds européen de développement régional, le FSE, donc le Fonds social européen, et le FEADER, le Fonds européen agricole pour le développement rural. Donc là, ce qui nous concerne, c'est le FSE. Le FSE qui est devenu FSE+, sur cette programmation, donc on est sur des programmations de 7 ans, là on est sur une programmation de 2021-2027. Le FSE+, a fusionné 4 fonds, donc l'ancien, qui n'a pas évolué, mais le FSE, un autre fonds qui s'appelle l'IEJ, l'Initiative pour l'emploi des jeunes, le Fonds européen d'aide aux plus démunis, le FEAD, et le programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale, donc le programme EASY, pour ceux qui ne connaissent pas.
Et donc voilà, donc c'est pour ça que ça s'appelle le FSE+, il y en a qui se posent la question. Après, au-delà de ça, même si ces 4 fonds sont fusionnés pour former le FSE+, en fait, ils sont pas encore gérés par les mêmes autorités de gestion. Donc, le FEAD, par exemple, est toujours géré par la Direction générale de la cohésion sociale et EASY est toujours géré en direct par la Commission européenne. Donc, voilà, enfin, dans les faits, ça change pas grand-chose. Le FSE reste le FSE. Ensuite, sur cette programmation, donc la France, elle dispose de 6,6 milliards d'euros de FSE+, pour financer des projets. Et tous les axes de financement du FSE sont décrits en fait dans un programme opérationnel. Donc il y a un programme par région, des programmes régionaux, et il y a un programme national, le programme national FSE+, et dans lequel s'inscrivent les lignes de financement de la VIS, donc qui sont inscrits dans la priorité 4, parce qu'il est partagé en différentes priorités. Donc voilà, ça c'est vraiment pour voilà, que vous ayez un peu le cadre général. Et je vais pas en dire beaucoup plus, mais simplement aussi, je voulais rajouter pour que vous ayez aussi en tête et pour faire en complément avec ce qui va être dit, vous présenter un peu les grands principes de fonctionnement des fonds européens qui font un peu toute leur spécificité. Donc les fonds européens, donc ils fonctionnent par programmation, comme je l'ai dit, donc il y a la programmation 2025-2027. Et aussi, derrière ça, les opérations sont sélectionnées par appel à projet. Donc voilà, cet appel à projet, les candidats déposent une demande de subvention, ensuite elle est instruite et ensuite elle est programmée par un comité. Donc un comité qui réunit des membres de la VIS et qui se réunit du coup pour sélectionner les projets. Donc les projets européens, ils fonctionnent en mode projet, c'est-à-dire que c'est pas des subventions de fonctionnement, on va vraiment financer des démarches projets sur une période définie, donc sur une période de 3 ans maximum, pardon. Et donc ça implique aussi des obligations de suivi des indicateurs. Ensuite, ils sont en complémentarité, ça veut dire qu'ils interviennent en cofinancement. Donc, un porteur doit trouver d'autres cofinanceurs ou alors il doit disposer de sa propre trésorerie, mais bon, normalement, c'est aussi en complément de politique publique, donc il faut avoir des cofinanceurs en complément du FSE. Ensuite, c'est des fonds qui viennent en remboursement. Donc, le paiement s'effectue en remboursement de dépenses qui sont déjà réalisées et qui doivent être justifiées. Donc, c'est les fameux justificatifs qu'ensuite vous devrez transmettre. Et aussi, ça signifie qu'il faut avoir une trésorerie nécessaire pour anticiper le paiement, parce que les paiements peuvent arriver jusqu'à 18 mois, en fait, après le début du projet et donc les premiers paiements. Ensuite, il y a un principe d'incitativité. Donc, ça veut dire, bon, ça, c'est un peu particulier, mais en gros, parce que ça peut arriver, que le projet peut pas être achevé au moment où la date, où il est déposé dans le cadre d'un appel à projet. Mais bon, ça, c'est parce que les temps sont très longs et que de temps en temps, malgré nous, l'appel à projet est très rétroactif et le projet est presque fini quand l'appel à projet sort. Mais bon, c'est des cas particuliers. Ensuite, il y a un principe de performance. Donc, on est sur une approche projet qualitative. Donc ça concerne surtout des projets que vous pouvez avoir si vous répondez à d'autres appels à projets du FSE où il y a des participants, donc vous avez des obligations de suivi de participants. Donc là, je tiens à préciser, on vous le redira et on vous le redira, mais à la VIS, nous, on finance pas de participants, donc vous n'aurez pas de participants dans nos projets, donc il ne faut pas en déclarer dans vos demandes. Et enfin, il y a un principe de contrôle. Donc, voilà, vous déclarez des dépenses en vue d'un paiement et elles sont en fait contrôlées. Donc, toutes les pièces que vous transmettez sont contrôlées pour vérifier de leur éligibilité. Et c'est sur cette vérification ensuite que le paiement est à réaliser et donc qui rejoint l'aspect remboursement, du coup, remboursement sur justificatif. Voilà, en tout cas, donc moi aussi, ce que je voulais vous inviter, si vous l'avez pas, si vous en avez pas eu connaissance ou si vous l'avez pas encore fait, c'est vraiment de lire le guide pratique qu'on a publié en début d'année, comment fonctionne le Fonds social européen plus, où vous pouvez retrouver toutes ces informations et retrouver du coup toutes les spécificités des projets financés par des fonds européens et du FSE. Il est organisé en 4 parties. Une première partie très générale où pour vous aider à comprendre le fonctionnement des fonds structurels. Une deuxième partie pour vraiment identifier le service, l'organisme gestionnaire qui pourra financer votre projet, parce que bon, c'est une architecture un peu complexe et particulière en France.
Ensuite, une troisième partie très pratique sur comment se préparer à répondre à un appel à projet. Et enfin, une dernière partie encore plus pratique sur comment, voilà, sur le cycle de vie d'un projet du dépôt au paiement. Voilà. Je m'arrête là pour l'introduction, je ne vais pas aller plus loin. Je rappelle juste qu'il y a un deuxième webinaire qui est prévu la semaine prochaine, vendredi prochain, où on va rentrer un peu dans le détail là, de cette présentation. Donc vraiment dans le détail de la candidature et des aspects spécifiques du FSE. Là, ce webinaire est vraiment dédié à la présentation des actions éligibles à cet appel à projet, donc vraiment sur le côté essaimage, enfin métier de l'appel à projet, alors que la semaine prochaine soit vraiment plus sur le côté opérationnel, FSE, ma démarche FSE. Voilà, et je laisse la parole à Michael. Super, super, Thomas, merci beaucoup. Ouais, très bien, le petit fascicule sur le FSE+, je vous invite tous à le parcourir, c'est très utile pour se préparer. De mon côté, je m'appelle Michael Barth, je suis responsable du pôle consolidation et changement d'échelle à la bise. Voilà, cette petite introduction sur le FSE terminée, on va partir sur la partie plutôt projet, hein, l'appel à projet. Avant de démarrer, un petit sondage. On voulait lancer un petit sondage pour mieux vous connaître et puis voir un petit peu les attentes que vous avez aussi, hein, et votre niveau par rapport au FSE. Donc, je lance ce sondage qui est rapide, hein, 5 questions. Normalement, il s'affiche sur votre écran. Et je profite du temps, du petit temps là, pour remplir le sondage, pour vous indiquer que donc il y a une option discussion dans Zoom qui est vraiment là pour discuter, échanger entre participants. Par contre, si vous voulez nous faire remonter vos questions, il y a un autre onglet qui s'appelle Q.R pour questions et réponses. Et je vous invite vraiment à plutôt passer par ce petit bouton qui est à côté du bouton discussion. Parce que nous, voilà, on est donc il y a Sven et moi, il y a aussi l'équipe BIS qui est là, et on va surtout regarder le bouton Q&R pour voir vos questions et y répondre en live au fil de l'eau pendant ce webinaire. Donc voilà, je vous invite à vraiment poser vos questions sur Q&R. La discussion, ça défile, ça peut aller très vite, et donc c'est possible qu'on loupe vos questions en fait, hein, et qu'on n'arrive pas à y répondre pour le coup. Voilà, et donc voilà, le temps que les derniers répondent, juste pour vous dire que là, on va présenter l'appel à projet rapidement, les éléments principaux, apporter un peu de voilà un peu de matière au-delà de ce qui est écrit dans l'appel à projet que vous avez certainement déjà commencé à parcourir. Et l'idée, c'est qu'on puisse échanger. Donc là, il y aura encore un petit 10 minutes, un quart d'heure de présentation maximum. Il nous laissera voilà 25 minutes, une demi-heure pour répondre à vos questions, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Mais voilà, dans l'onglet Q et R, on voit vos questions, et les questions qui concernent vraiment tout le monde, on y répondra à l'oral. Et si c'est plus spécifique par rapport à vos structures, on y répondra à l'écrit directement. Donc encore une fois, n'hésitez pas à alimenter le bouton Q&R, et on a une bonne demi-heure à la fin pour répondre à vos questions. Ok, voilà, c'était pour meubler le temps du petit sondage. Donc, merci pour vos retours. Je mets fin au sondage, c'est parti. Hop. Et je vous partage rapidement les résultats. C'est intéressant pour tout le monde. Normalement, ça s'affiche à l'écran. Donc, vous êtes une centaine à avoir répondu. Vous êtes principalement des porteurs de projets, euh, principalement à plus de 50%, n'ayant jamais bénéficié de FSE, donc intéressant. Et je vous invite encore plus à parcourir le petit guide pratique édité par la VIS sur le sujet. Donc la majorité n'a pas répondu. Déjà, un appel à projet FSE de la VIS, c'est logique vu la réponse à la question 1. Vous êtes que 8% à avoir déjà été lauréat d'un appel à projet de la VIS. Et donc, sur le niveau de connaissance en fonds européens, c'est assez varié. Voilà. Près de la moitié ont aucune expérience, et l'autre moitié a déjà un petit peu d'expérience en la matière. Et sur la partie essaimage, donc il y a un petit peu de tout. 30% qui sont familiers avec les démarches, et quasiment la moitié qui ont déjà lancé des travaux opérationnels, mais voilà, sur lesquels c'est pas terminé. Et 20% sur lesquels c'est plus théorique ou plutôt au démarrage. Voilà, c'était juste pour vous partager en toute transparence les retours du sondage. Alors, on va pouvoir démarrer sur la partie projet, hein, de cet appel à projet. Juste pour vous dire que, en introduction, que sur le changement d'échelle,
On en parle beaucoup. Nous, on voit à la vis qu'il y a une certaine injonction à changer d'échelle de toutes parts, mais que les financements ne suivent pas toujours derrière, notamment pour financer la structuration du changement d'échelle qui se fait sur un temps qui peut être long. Ça prend du temps. Changer d'échelle, ça se fait pas en claquant des doigts un soir et c'est parti, on y va. Ce qu'on voit, c'est que c'est un processus de transformation au niveau de l'organisation, qui prend du temps, qui nécessite de se poser des questions, de voir un petit peu les bonnes pratiques et comment les autres ont fait. Voilà, ça se fait territoire par territoire aussi. Chaque territoire est spécifique. C'est très rare d'avoir un modèle qui se duplique de la même façon sur tous les territoires. Donc tout ça pour dire que on a bien conscience du temps de préparation qui est nécessaire, du temps de modélisation, d'ingénierie, qui est pas forcément évident à financer. Donc je parle en centrale, hein, au niveau du siège qui va décider et déclencher l'essaimage d'une structure d'innovation sociale. Et les personnes qui sont derrière ça sont pas forcément dans la production de l'utilité sociale, hein, mais quand même, et donc peuvent être vues comme improductifs, pour le dire comme ça, pas qu'elles ne font rien, mais que encore une fois, ça renforce la difficulté de financer le temps passé de ces chargés de projets, missions, SMH et toutes les personnes qu'il y a derrière. Donc c'est un peu ça, la philosophie qu'il y a derrière cet appel à projet, et aider à structurer sur du temps long. Hein. L'appel à projet vise à permettre de financer sur plusieurs années le changement d'échelle et spécifiquement par SMH. C'est vraiment ça la philosophie de cet appel à projet. Donc SMH, changement d'échelle, quelle différence? Petit rappel, donc si ça vous intéresse, on a un guide pratique hein, sur les stratégies de changement d'échelle qu'on a édité il y a plusieurs années et qui a été réédité là en 2021. Donc nous, on identifie niveau Avis plusieurs stratégies pour changer d'échelle. Hein. Donc changer d'échelle, c'est pas une notion de croissance ni de développement, c'est maximiser son utilité sociale, son impact social ou environnemental. Et différentes façons de le faire. Il peut y avoir des stratégies individuelles ou collectives. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle des stratégies pour changer d'échelle. Je vais pas revenir spécifiquement dessus une par une, c'est précisé dans le guide. Et il y a aussi des webinaires qui illustrent un peu ces différentes stratégies hein, sur le site de la ville. Mais juste pour vous dire que, voilà, comme le disait Solène, le dernier appel à projet qu'on a fait FSE, c'était sur toute stratégie de changement d'échelle. Ici, on a décidé de resserrer un petit peu le scope de l'appel à projet pour que ce soit plus juste d'une part en termes d'appel à projet, c'est-à-dire que on compare pas des pommes avec des poires, mais des projets qui se ressemblent en termes de tactique, de stratégie et d'intention. Comme ça fait que d'un point de vue de l'instruction et du résultat, ça fait un appel à projet plus juste. Et puis aussi d'un point de vue de la sélection, le dernier appel à projet, donc il y a une soixantaine de participants. Nous, l'idée, c'est pas de créer de la frustration, c'est de faire l'appel à projet au bon niveau pour qu'il y ait un maximum de projets qui se rapprochent de la cible de l'appel à projet. Donc là, on va viser exclusivement les stratégies de changement d'échelle des SMH, c'est-à-dire ce qu'on comprend dans la duplication et la fertilisation, c'est-à-dire SME, duplication, ça va être de développer son activité sur un autre territoire en créant une antenne, une filiale, en la développant donc sur un territoire en propre. Hein. Et fertiliser, c'est plutôt un transfert de savoir-faire. J'ai un savoir-faire de mon innovation sociale, de mon produit, process, service, que je mets à disposition d'autres porteurs de projets sur le territoire. Donc voilà, la différence entre les deux, hein, fertilisation et duplication, c'est le degré de contrôle et d'autonomie qu'on laisse par rapport aux personnes qui vont déployer le projet sur le territoire. Nous, on n'est pas là pour dire qu'il y a une meilleure stratégie que l'autre. Hein. Les deux se valent, bien sûr, en fonction du projet. Et donc, les deux sont éligibles dans cet appel à projet. Par contre, si c'est pour diversifier l'activité, entre une nouvelle activité sur un autre territoire, un projet de coopération, un projet de fusion, ça, ce sera pas éligible dans le cadre de cet appel à projet. Voilà, c'était le petit préalable méthodologique. Donc, le but de cet appel à projet, c'est de soutenir donc le déploiement de projets qui ont un impact social au sens large, qui sont matures. Ça, c'est un mot qui est important. On va porter une attention particulière sur la maturité organisationnelle hein, pour changer d'échelle. Pour les raisons que que j'ai explicitées en introduction, il faut être solide, ça prend du temps de se préparer. Et donc, voilà, c'est pas un process forcément évident de changer d'échelle. Donc, on sera assez vigilant sur le niveau de maturité et la capacité à porter cet effet mage.
et mature dans le sens où bah, il faut que la preuve de concept soit passée. C'est-à-dire que là, l'objet, c'est vraiment pas de développer une nouvelle solution, de financer le développement d'une nouvelle solution pour répondre à un enjeu social, sociétal, environnemental, mais vraiment de venir après, une fois qu'elle a été que la preuve de concept est passée, pour l'essaimer sur nouveau territoire. Donc ça, c'est très important à avoir en fait. Donc mature dans de nouveaux territoires via une stratégie d'essaimage. Et donc, ce qu'on a bien mis en avant dans l'appel à projet, hein, c'est que nous, on est, voilà, on regarde tous les projets, que ce soit du primo-essaimage, c'est-à-dire un projet qui a fait sa preuve de concept sur un territoire et qui maintenant veut s'ouvrir et la développer dans d'autres territoires, donc qui en est au démarrage de son essaimage, comme des projets qui ont déjà commencé à essaimer sur un, deux, plusieurs territoires et qui sont dans une démarche de continuer cet essaimage ou de renforcer l'essaimage sur les territoires. Donc voilà, les deux sont tout à fait éligibles et j'insiste là-dessus parce qu'on n'a pas de préférence. Il n'y a pas de point en plus si vous êtes sur du primo-essaimage ou si vous êtes déjà sur plusieurs essaimages. Le seul point, mais je pense que vous commencez à le comprendre, c'est que sur du primo-essaimage, on va être assez vigilant, pas forcément sur quand même la maturité organisationnelle, les process et la capacité à porter l'essaimage, puisque c'est quelque chose de nouveau, donc il faut être assez robuste. Euh, donc, euh, donc voilà, sur les actions éligibles, en fait, ce qu'il faut avoir en tête là, c'est on a mis dans l'appel à projet ah non, pardon, pas action éligible, c'est juste après, donc action attendue. Donc on a mis et où pour vous expliquer. Donc le premier c'est action de conception, structuration, ingénierie, pilotage de SMH. Donc ça va être en fait ce que j'ai dit juste avant, hein, tout ce qui est la tête de réseau, financer les actions de la tête de réseau qui va dupliquer dans de nouveaux territoires. Donc ça va être le temps passé, hein, ça peut être aussi de la prestation pour modéliser, développer le concept et s'assurer qu'il soit bien dupliqué sur un nouveau territoire. Et ou les actions de conception, production, diffusion d'outillage. Là, on introduit ça pour que ce soit plus pour que l'appel à projet puisse répondre pleinement aux enjeux de fertilisation vraiment. Donc développer des kits de partage de bonnes pratiques, des kits pour outiller les porteurs de projets qui vont saisir du projet sur le territoire, des manuels opératoires, un kit open source, que sais-je, en fonction de vos stratégies. Mais l'idée, c'est d'avoir cette flexibilité pour répondre aussi bien aux projets qui ont dans leur ADN la volonté d'essaimer par duplication et aussi bien que pour les projets qui ont la volonté d'essaimer par fertilisation. Voilà. Et donc sur les actions éligibles, donc c'est là on a été, ce que je disais, on a été un peu large parce que l'idée c'est de créer la souplesse quand même dans l'appel à projet pour pas enfermer sur des modes opératoires particuliers, pour pas se calquer à un mode d'organisation en particulier. L'idée c'est que chacun avec son mode d'organisation en tant qu'entreprise de l'ESS, il peut être très large, hein, puisque déjà statutairement cet appel à projet peut être pour les assos, pour les coopératives, voilà, pour toute entreprise de l'ESS. Et les modes d'organisation sont assez différents, notamment quand on va changer d'échelle. Donc là, l'idée, c'est d'être assez large et en même temps assez encadrant pour que ce soit clair ce qu'on va financer, ce qu'on peut financer. Donc concrètement, on peut financer cet appel à projet tout ce qui est modélisation du concept d'essaimage, donc toute la partie préparer les process, préparer le partage d'un savoir pour le dupliquer, le mettre en place ou le transférer sur notre territoire, le manuel opératoire, voilà, la méthode en vue d'un transfert d'un savoir-faire. Modéliser ça, c'est ce temps passé peut être financé par l'appel à projet. Organiser le réseau, surtout sur enfin, quelle que soit la stratégie d'ailleurs, mais il y a des liens entre les antennes sur les territoires, ou les porte-projets sur les territoires, et puis le siège ou la tête de réseau. Voilà, ça prend du temps d'organisation et ça peut nécessiter la mise en place d'une charte, une ingénierie de réseau, de l'animation de réseau, tout ça. Donc ça prend du temps, peut-être un management intermédiaire. Donc l'idée, c'est de financer l'ingénierie de réseau qui est nécessaire dans la mise en place donc, de ce changement d'échelle entre ce qui se passe sur les territoires et la tête de réseau. Du développement, donc développer, aller sur de nouveaux territoires, ça nécessite du pilotage en centrale, hein, au niveau du siège, encore une fois, de la tête de réseau pour essaimer dans telle ou telle région. De l'outillage, donc j'en ai parlé, hein, que ce soit un manuel opératoire, un kit pour les porteurs de projets qui vont saisir de votre projet ou votre innovation sociale sur les territoires, donc tous les transferts internes au réseau. Et capitalisation. Nous, à la Vis, on est convaincus que le SS grandira et continuera à grandir en s'assurant que les bonnes pratiques soient bien partagées. Donc là, c'est le transfert, mais plutôt externe vers d'autres personnes qui voudraient se saisir des bonnes pratiques. Est-ce que vous avez vu de votre SMH? On le voit souvent, il y a des projets qui prennent à cœur de, voilà, de partager comment ils ont développé, comment ils ont SMé.
Donc, c'est possible de financer de la capitalisation, les facteurs de succès, etc., pour aider les autres via cet appel à projet. Et bien sûr, entre capitalisation et production d'outils en interne, des fois, c'est assez proche, hein. Donc, l'idée, c'est de pouvoir financer les deux. D'un point de vue de l'éligibilité, alors bon, sont éligibles les structures, les entreprises de l'ESS, j'en ai parlé. Donc là, on applique, voilà, on suit la loi 2014, hein, tout simplement. Ce qui veut dire que les sociétés commerciales respectant les 5 critères déterminés dans la loi, donc l'agrément ESUS, sont éligibles à cet appel à projet également. Sur la partie durée, les actions du projet sont éligibles entre 12 et 36 mois, donc voilà, jusqu'à 3 ans d'éligibilité des actions, ce qui veut dire que on est vraiment sur du temps long, hein, effectivement. Et en termes d'années, ça va du 1er janvier 2023 jusqu'à fin 2026. Donc, si vous voyez bien, ça fait 4 ans là. Donc là, on laisse la flexibilité. Si vous avez des actions qui ont commencé cette année, c'est possible de les financer. Par contre, voilà, tout ce qu'a dit Solène sur la préparation et ce qui vous sera expliqué la semaine prochaine en termes de suivi FSE, bah, il faut que ce soit déjà fait et carré à partir du 1er janvier 2023 parce que pour que la rétroactivité marche, il faut que tout soit déjà mis en place. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Mais sinon, les actions seront éligibles jusqu'à fin 2026 dans le cas de cet appel à projet. La partie géographique. Alors là, c'est important. Dimension nationale. On est sur un appel à projet national. Nous, en tant qu'opérateur, organisme intermédiaire du FSE. Qu'est-ce que ça veut dire national dans un contexte d'essaimage? Donc, je parlais de territoire depuis tout à l'heure. En fait, ce qui fait foi, c'est la réalisation d'une mise à l'échelle sur au minimum 2 régions administratives, en dehors du siège, hein. C'est vraiment ça qui est important à avoir en tête. Donc, c'est l'intention d'essaimer ou de poursuivre l'essaimage, hein, consolider un essaimage existant dans au moins 2 régions administratives autres que là où est implantée la tête de réseau ou le siège. Là, tout simplement, le point important, hein, et pourquoi c'est comme ça, c'est la ligne de partage, hein, du FSE. Il y en a aussi au niveau des régions. Les régions financent des actions, peuvent financer des actions. Et donc, nous, on est sur du national. Donc, il faut vraiment qu'il y ait ce côté, quand même, à minima 2 régions pour que ce soit considéré comme du national. Donc, nous, on sera forcément très vigilant à ça. Et si, malheureusement, les SMAG concernent, et pardon, régional, c'est-à-dire que vous les SMez dans la ville à côté, et ça peut être déjà un gros projet d'essaimage, ou si c'est juste dans une autre région administrative, bah, ce sera pas suffisant et pas éligible, et donc, on ne pourra pas garder votre projet. Deuxième point, c'est l'ancrage territorial. In fine, le projet doit avoir un impact sur le territoire cible. Donc, si votre projet, c'est mettre en place une communauté de pratique en ligne, ce sera pas éligible. Donc, c'est très important dans le dossier d'expliquer que vous allez dans telle et telle région et d'expliquer pourquoi. Nous, il faut qu'en termes d'instruction, il faut que ce soit juste, hein, vis-à-vis de tous les projets qui vont postuler. Il y a une vraie stratégie derrière et qu'on soit voilà, si vous expliquez pas pourquoi vous êtes dans les régions, bah, c'est pas rassurant pour nous et il n'y a pas de raison. Voilà, ça va être plus compliqué pour nous de justifier pourquoi le projet est intéressant et doit être financé. Donc le ciblage est important et l'explication du ciblage est important aussi. Donc c'est pas juste dire je vais aller dans telle et telle région encore une fois, mais vraiment expliquer les choix qui sont faits et les mettre en lien avec votre stratégie d'essaimage. Point de vigilance, aucune aide directe à la création. C'est-à-dire que l'objet de cet appel à projet, c'est pas de financer les antennes sur les territoires et le côté opérationnel des antennes sur les territoires, c'est vraiment de financer le national, la tête de réseau, les actions de la tête de réseau du siège, du porteur de projet au niveau national pour essaimer, développer l'essaimage, aller sur les territoires. Donc ça va vraiment être l'ingénierie de la tête de réseau et pas l'ingénierie des filiales au niveau local. Je reviens à ce que j'ai dit juste avant. Sur le local, c'est les régions qui prennent le relais. C'est pas nous, au titre national, qui pouvons financer ça. Donc ça, c'est très important. Si vous avez des actions qui concernent des filiales des antennes, eh ben, ce sera pas pris en compte dans cet appel à projet. Et enfin, sur la partie financière, il y a un montant minimum de 50 000 euros sur la durée du projet. Le taux de cofinancement du FSE est de 40% sur le total éligible du projet. Donc, si vous comptez bien, c'est-à-dire que le projet doit être au minimum d'une valeur, l'opération FSE, hein, c'est ça que j'entends par projet, de 125 000 euros. 40%, 50 000 euros étant 40% du total du projet. Donc voilà, ça c'est très important de l'avoir en tête. Et sur les calculs de forfait, l'équipe FSE reviendra dessus.
Pour terminer, les autres points importants, donc les autres critères d'attention, on va dire, hein, d'éligibilité d'attention pour nous. Je l'ai déjà dit, mais j'enfonce le clou là-dessus, c'est sur le niveau de maturité de l'organisation. Encore une fois, hein, comme je l'ai dit, le dernier appel à projet, on a reçu une centaine de projets pour, je le dirai juste après, mais 13 projets sélectionnés. Donc nous, il faut qu'on soit juste dans les choix qu'on fait. Et pour être le plus juste possible, on vous invite à être le plus clair possible et le plus voilà explicatif, pédagogique possible sur votre capacité à porter le projet demain. Et donc ça passe par le niveau, comme je dis, de maturité de l'organisation. Il faut qu'on soit rassuré là-dessus et qu'on soit en capacité de d'être convaincu que demain, si vous avez le financement, eh bien le projet va se faire dans les bonnes conditions. Donc, donc voilà, ça c'est très important. Et pour ça, on a la grille de critères que je commenterai juste après. Mais voilà, je reviens pas sur ce que j'ai dit. Preuve de concept, il faut que ce soit démontré, il faut que ce soit objectivé, que sur un territoire pilote, le concept a été validé et que vous êtes prêt organisationnellement à vous déployer sur de nouvelles régions. Il faut que on soit rassuré sur le modèle économique, hein, qu'il soit stabilisé, sur les processus en interne, que ce soit organisé, qu'il y ait une équipe solide, une gouvernance solide. Voilà, c'est vraiment ça qu'on va regarder. Sur l'aspect territorial, bah, on va regarder la stratégie, mais aussi l'environnement, hein, qui soit propice à la réception du projet sur les territoires donnés. Donc là, il y a pas de bonne pratique unique, hein, ça dépend du projet, mais voilà, encore une fois, c'est du bon sens. Il faut que ce soit bien expliqué, que la stratégie soit claire. Mais ça peut être par exemple des demandes avérées, mais dans d'autres régions qui voudraient voir votre projet s'implanter localement. Ça peut être juste de votre côté, si vous avez plutôt envie d'aller sur tel territoire pour des bonnes raisons, l'analyse des besoins territoriaux et pourquoi vous l'allez sur les territoires. Voilà, il faut qu'il y ait vraiment le lien entre la stratégie, l'envie, l'attraction des territoires, les conditions pour réussir, et que tout cela ce soit bien clair pour l'instructeur qui analysera votre projet. Dernier point, sur lequel on est toujours vigilant quand même, c'est l'implication de la ville dans le projet d'essaimage et ou la capitalisation. Donc nous, c'est notre boulot de faire de la capitalisation. Donc si vous voulez en faire par rapport à votre projet de changement d'échelle, et ben voilà, nous on est forcément sensible au lien que vous faites avec la ville, hein, sur le sujet de la capitalisation. Et l'autre point, ça a été fait par le passé. Alors là, c'est à vous de voir aussi ce qui est faisable, hein, par rapport à votre projet même. Mais nous, on peut participer au comité de pilotage, au suivi des projets en tant que ensemblier au niveau national, hein, dans l'ESS pour jouer un rôle de facilitation. Donc voilà, c'est tout à fait possible en tout cas de nous associer dans le projet d'essaimage d'une façon ou d'une autre qui vous paraît la plus intéressante et légitime possible. Donc ça, c'est quand même voilà, d'autres critères sur lesquels on portera une attention. Et donc sur les critères d'évaluation des candidatures, donc je vous ai remis ceux qui sont dans le projet ici. Mais donc, il y a quand même voilà, pour vous expliquer quand même un petit point sur la partie caractère socialement innovant du projet, hein, qui est regardé dans le cadre des projets FSE. Donc là, voilà, ça va être la dimension innovante du projet, pertinence vis-à-vis d'une solution par rapport à un besoin social qui est peu ou mal satisfait. Clarté et pertinence de la stratégie d'essaimage, voilà, je vais pas trop revenir dessus, mais c'est aussi bien que le dossier de candidature soit clair. Si on n'a pas compris le dossier à la lecture parce qu'il est très brouillon, bah, ça va pas vous aider forcément. Il faut que la pertinence de la stratégie d'essaimage soit faite, que on voit la qualité, la robustesse de la modélisation du changement d'échelle, l'organisation RH, modèle éco, etc. La pérennité du modèle économique, donc tout ça, on va le regarder. Maturité, capacité d'organisation à déployer le projet, donc structuration d'organisation. On va voir la capacité d'anticipation des risques, hein. Encore une fois, nous, on va pas donner le plus de points à celui qui va crier le plus fort. Je vais créer plein d'emplois sur les territoires, je vais avoir un super impact. On va regarder aussi le côté réaliste du projet, l'analyser et mettre des points dessus. Donc, voilà, le bon projet, c'est pas celui qui a le plus grand impact forcément enfin en tout cas qui clame avoir le plus grand impact et qui dit je vais créer plein d'emplois. On va regarder le côté réaliste et la faisabilité du projet. Donc ça c'est des points importants. Et le dernier point, bah, c'est la pertinence du projet vis-à-vis des territoires cibles. Donc là, ça va être la rigueur de la démarche. Est-ce qu'il y a un diagnostic territorial qui est fait, pas fait, la stratégie autour de ça. Est-ce qu'il y a de l'attraction sur les territoires? Est-ce qu'il y a de la pulsion de votre côté, c'est-à-dire l'envie et que ce soit bien explicité, soit
dans vos statuts, voilà, qu'il y ait des documents d'intention stratégique clairs par rapport à l'envie d'essaimer. Donc, est-ce que tout ça fait cohérence? C'est vraiment ça qu'on va regarder dans ce critère d'évaluation. Je regarde l'heure, j'ai été un peu bavard, donc je vais m'arrêter là et laisser la place. Et je vois qu'il y a déjà des questions-réponses. Juste pour vous dire donc effectivement, il y a déjà eu un appel à projet par le passé, mais qui était plus généraliste, changement d'échelle. Voici les différentes structures qui ont été financées pour info, donc 13 structures. Et donc c'est plus d'1 million d'euros qui a été programmé au total, ce qui fait une participation annuelle moyenne du FSE de 93 000 euros pour ces projets. Voilà, ça c'est juste pour info et inspiration. Et plus d'infos, si vous voulez, sur ces structures sur notre site web avis.org. Voilà. Sur la partie calendrier, je te repasse la parole, Solène, et ensuite on passe aux questions-réponses. Oui, merci beaucoup, Michael. Donc ça, c'est un calendrier prévisionnel, hein, parce que évidemment, ça va dépendre du nombre de candidatures qu'on va recevoir. Comme vous le voyez, vous êtes très nombreux. Vous êtes 125 participants et comme l'a présenté Michael sur la slide précédente, au précédent appel à projet, on avait une enveloppe de mémoire d'un peu plus d'1 million et on avait reçu 60 candidatures et 13 ont été retenues. Bon, donc on ne sait pas là exactement mais ça donne en tout cas une idée un peu voilà, des proportions au regard du coût FSE par projet et de l'enveloppe. Oui, a priori, il y aura pas plus, enfin, ça sera une quinzaine de projets qui pourront être retenus. Donc, si on a reçu beaucoup, enfin, le temps d'instruction est très long, il faut savoir. Et donc, plus il y a de candidatures, plus ce sera long. Donc, plus, voilà, ça peut bouger ce calendrier. Mais bon, dans les grandes lignes, donc, la date de dépôt est le 31 octobre à 23h59. Donc là, juste, on vous le rappellera la semaine prochaine, mais donc ça se fait en ligne sur ma démarche FSE. Donc c'est un système informatique. Donc qui dit système informatique dit que en fait, on a la main sur rien. Donc s'il y a la moindre difficulté, un problème lié à parce que à ce moment-là, il y a un bug, vous pouvez pas avoir accès à ma démarche ou quoi que ce soit, en fait, on peut rien faire. Donc si la date est dépassée, malheureusement, voilà, la date de dépôt est dépassée et votre candidature n'est pas éligible. Donc, il faut bien anticiper à la fois la date et à la fois l'heure. Sachant qu'il y a un système de signature aussi électronique. Donc, voilà, il y a quand même plusieurs étapes à anticiper. Donc, comme je disais, l'instruction, donc on faut compter en moyenne entre 3 et 6 mois, donc en fonction du nombre de candidatures. Ensuite, il y a un comité qui se réunit pour sélectionner les candidats. Voilà, donc approximativement, ça sera plutôt mi-second trimestre 2024. Et ensuite, donc vous recevrez une lettre de notification qui indique si vous êtes retenu ou pas. Et pour les candidats retenus, il y a voilà, vous serez conventionné. Donc ça, tout se fait en dématérialisation, donc c'est assez rapide maintenant. Donc dans les 15 jours, 3 semaines qui suivent, à ce moment-là, vous pourrez bénéficier d'une avance en fonction du montant FSE qui est conventionné. Et puis après, voilà, le projet se réalise. Et puis après un an, à partir de 12 mois de réalisation de projet, vous pouvez commencer à déposer ce qu'on appelle un bilan d'exécution où vous déclarez du coup les dépenses qui ont été jusqu'à maintenant effectuées et donc un contrôle de service fait qui a lieu sur ce bilan et suite à ce contrôle qui prend encore 3 mois en moyenne et suite à ce contrôle, du coup, les premiers paiements peuvent avoir lieu. Mais bon, on reviendra là-dessus au webinaire de la semaine prochaine, donc je ne rentre pas plus dans le détail, mais bon, c'est tout simplement pour vous voyez que voilà, le FSE, c'est des temps assez longs. Et donc, on ne redira jamais assez, mais il faut anticiper ce temps et notamment en termes sonnants et trébuchants. Voilà. Alors, effectivement, il y a beaucoup de questions, donc il est déjà moins le quart, donc on va peut-être y aller. Alors, je les reprends. On a fait exprès de ne pas répondre à toutes les questions en direct, parce que justement, pour les poser à l'oral, que tout le monde ait les réponses. Il y avait une première question sur le projet associatif à but non lucratif qui repose sur le bénévolat et sans source de revenus. Est-ce que c'est OK? Alors, ça va être difficile de répondre de but en blanc à la question sans avoir plus d'infos sur le projet, le modèle, etc. Mais encore une fois, nous, on va être très vigilants sur le modèle économique, la capacité à porter le projet. Donc, si c'est très fragile, si le modèle est très fragile,
ça va être compliqué. Voilà. Ensuite, il faut regarder le projet dans le détail pour apporter une réponse plus exhaustive, bien sûr. Oui, a priori, c'est pas le type de projet enfin, voilà, qui concorde avec le FSE. Alors là, il y avait une question plus FSE, parce que du coup, il y a sur qu'est-ce qu'on entend par participant au projet. Donc oui, je vais pas insister là-dessus parce que c'est pas le sujet, mais les participants dans le terme FSE, en fait, c'est dans le cadre d'organismes de formation. Donc c'est ceux qui suivent des sessions de formation payantes. Donc voilà, c'est vraiment un terme très spécifique et nous, du coup, on finance pas, nous, on finance des structures, enfin des projets de structure d'ingénierie. Donc ces dépenses-là sont pas éligibles. Donc c'est pas des partenaires du projet, c'est vraiment dans un cadre d'organisme de formation, enfin donc très cadré. Il y a une question sur l'éligibilité des entreprises. Est-ce qu'une foncière solidaire qui accompagne les porteurs de projets dans la création de tiers-lieux, sans être une tête de réseau, et qui met à disposition des porteurs de projets des outils, par exemple pour mobiliser les investisseurs pour travailler les plans de financement, est éligible? Donc là, je vois deux questions. Il y a la question sur le côté foncière et ensuite il y a sur le projet en lui-même. Sur le côté foncière, alors je suis pas expert, mais peut-être que c'est un point qu'on peut prendre et répondre à l'écrit plus tard. Moi, ça me semble enfin voilà, un peu réfléchi, ça rentre dans le OSS en fait les foncières. Je sais pas ce que t'en penses, Solène. Oui, c'est un peu, enfin, dans ces cas-là, peut-être vous pouvez reposer la question avec un peu plus de détails euh, par mail, parce que là, c'est toujours difficile, oui, dans des questions spécifiques comme ça, d'avoir la réponse adaptée. Ouais, je note la question et on revient vers vous parce que là, c'est assez spécifique effectivement. Euh, il y a une question sur est-ce que l'appel à projet est ouvert aux structures qui en accompagnent d'autres à l'essaimage? Alors c'est pareil, là il faudrait un peu plus de détails. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup dans le cadre du FSE, seul le bénéficiaire FSE, c'est-à-dire celui qui candidate à l'appel à projet, peut recevoir du FSE. Donc en fait, vous pouvez pas redistribuer du FSE comme ça. Donc, si vous êtes, et aujourd'hui, le FSE permet pas d'avoir des projets partenariaux, c'est-à-dire avec un chef de file et des partenaires, comme c'est le cas sur d'autres fonds notamment. Donc, aujourd'hui, c'est-à-dire que si vous avez des partenaires sur le projet que vous voulez financer dans le cadre du projet, et ben en fait, il faut passer par un système de mise à disposition, donc soit à titre gracieux, soit à titre, euh, payant, donc où du coup les salariés des autres structures sont déclarés sur le projet en dépenses directes euh, et euh, et euh, et du coup et remboursés du coup sous forme de facture en amont, enfin avant le bilan par la structure candidate. Donc enfin voilà, faut réfléchir au montage parce que c'est pas toujours simple et du coup ça demande aussi d'avoir encore plus de trésorerie d'avance parce que vous avancez les fonds des salaires des participants au projet. Pour donner une réponse Je sais métier pas si j'avais bien répondu à la question. et pour ajouter un complément métier, enfin, ça dépend de votre activité, mais si vous êtes consultant, c'est sûr que non. L'idée, c'est pas de payer, de subventionner des cabinets de conseil qui vont ensuite aider des projets d'essaimage. Et si vous êtes une structure type incubateur ou pour aider des projets à SME, il y a eu un autre appel à projet FSE qui a été lancé il y a quelques mois et qui est clôturé maintenant pour lancer des programmes nationaux d'accompagnement. Donc, si c'était ça l'objet, voilà, c'était plutôt cet appel à projet-là qu'il aurait fallu cibler. Oui, c'est bien. Enfin après, c'est vraiment la structure candidate qui doit être le chef de projet, l'opérateur, enfin celui qui réalise le projet, quoi. Vous pouvez pas répondre pour un autre. Enfin, généralement, ça marche pas. Enfin, en théorie, vous pouvez, mais en pratique, ça marche pas. Ensuite, on a un projet de création d'un système d'information et son implémentation locale pour accompagner le changement d'échelle d'un réseau d'associations liées à eux. Là, j'ai envie de répondre, ça rentre pas vraiment dans la philosophie de l'appel à projet, puisque là, l'idée, c'est de créer un outil et pas d'effaimer forcément l'outil ou le projet au service d'associations de l'IE, enfin, au service d'associations qui veulent changer d'échelle. Donc, je comprends le lien avec le changement d'échelle, mais c'est pas vraiment la philosophie de cet appel à projet.
En fait, l'appel à projet serait plutôt pour les structures d'IAE en question qui veulent changer d'échelle, plus que pour la structure qui crée l'outil au service des structures qui veulent changer d'échelle. Donc, une autre question sur la refonte de nos outils de communication en vue d'une démarche de fertilisation. Est-elle éligible? Là, c'est un peu la même réponse, non? Euh, pour moi, c'est un peu différent là, puisque ça rentre dans ce qu'on a dit dans le cadre d'une fertilisation. Il y a besoin de créer des kits de transfert, des kits de partage. Donc, les outils de communication autour de ça sont importants dans un cadre de fertilisation. Après, voilà, ça peut pas être le tout de l'appel à projet, ça peut pas être que de la communication. C'est comme on l'a pas précisé, mais effectivement, les postes de chargé de communication ne peuvent pas être financés à 100% par cet appel à projet. Par contre, s'il y a un bout de chargé de communication, 10%, je sais pas, 10% par exemple, pour au service du projet d'essaimage, effectivement, l'appel à projet peut aider à financer ce type de poste. Donc, de même pour les prestations de communication. Alors, encore une fois, c'est du bon sens. Il faut bien expliquer en quoi, enfin faire le lien en fait entre la communication et la stratégie d'essaimage. Et si c'est clair, il n'y a pas de raison qu'on ne finance pas. Mais voilà, c'est faut pas juste sortir du chapeau. Je veux financer de la communication. Il faut que ce soit bien expliqué en lien avec la stratégie d'essaimage ou de fertilisation. Oui, puis dans le cadre du FSE, enfin, comme on disait, le FSE, il y a un objectif de performance un peu avec des indicateurs. Donc, on est vraiment sur... il faut savoir aussi démontrer la réalisation d'actions... Enfin, il aime bien les actions concrètes, tangibles. Enfin, c'est vrai que les projets uniquement numériques sont pas toujours évidents, en fait, à entrer dans les cases du FSE aussi. Enfin, il y a un côté... Ouais, c'est Donc pour ça après, ça si dépend vraiment du projet, hein, parce qu'on a pu... non, mais il faut que ce soit on une a partie du pu... projet, effectivement. Et pas si la C'est vraiment, globalité c'est du une brique projet, du c'est de la projet, ça ne communication, faut ça pas va que être ce très soit le compliqué. projet en... Tout à D'accord. fait. Si l'association est présente sur plusieurs régions, un projet lancé sur une région pilote pour être essaimé ensuite sur les autres régions d'implantation est éligible? Alors, il faut que je me concentre. Un projet lancé sur un avion pilote. Ouais, c'est mensuel. Oui, il peut être éligible. Encore une fois, là, ce qu'on va regarder, c'est est-ce que le projet en question qui souhaite être essaimé dans les autres régions a dépassé le stade de la preuve de concept. Est-ce que c'est validé? Est-ce qu'il y a des besoins sur d'autres territoires? Si c'est juste j'ai envie, ça me paraît pas mal de le partager aux autres territoires. Ça va pas être très solide. Par contre, s'il y a une vraie analyse du besoin de essaimer ce projet en particulier dans les autres antennes, et notamment sur tel territoire, parce qu'il y a des besoins sociaux, environnementaux, que sais-je, sur ces territoires, dans ce cas-là, ça peut être éligible. Mais voilà, faut bien argumenter le besoin, en fait. Et oui, et puis il faut que vraiment dans le cadre de la durée du projet FSE, il y ait quand même enfin, il faut qu'il touche au moins deux régions administratives, le côté national. Enfin, même si vous êtes une tête de réseau national, mais que votre projet porte que sur une région administrative, c'est pas éligible. Enfin, faut qu'il y ait au moins deux régions administratives enfin, où il y ait des actions concrètes dessus pour être éligible. Parce que si ça a lieu que sur une région, et ben dans ces cas-là, il faut que en fait, c'est une histoire de ligne de partage État-région. Nous, on est au volet national, donc il faut que on peut pas financer des projets qui pourraient être financés par la région uniquement. Donc, si votre projet porte que sur une région, dans ce cas-là, il faut vous adresser au conseil régional de votre région. Mais donc, oui, c'est éligible si on finance pas l'expérimentation, pour répondre simplement. Aussi, oui. Euh, alors, est-ce qu'un projet de mobilisation d'un réseau bénévole pour développer le programme rentre dans les cases d'une demande? Euh, Je veux Là, c'est pareil, bien il faudrait avoir plus de noms. Ouais, je veux bien une reformulation de la question parce que là, l'idée, c'est quoi? C'est de demander si c'est possible de financer des groupes de travail de bénévoles pour développer un programme d'essaimage. J'ai du mal à comprendre la finalité, en fait, derrière la question. Alors, il y a énormément de questions, je vois que le temps passe, donc je vais essayer de cibler toutes les questions. Alors, est-ce que l'accompagnement, formation, suivi hebdo pendant 6 mois par la tête de réseau de porteurs de projets locaux est-il considéré comme une action directe dédiée à la création d'une antenne? Ça, a priori, oui. Si c'est en direct avec un porteur de projet,
ça rentre pas dans l'appel à projet. Je te laisse compléter. Non, c'est ça. Encore une fois, on peut pas il faut avoir en tête la ligne de partage, on peut pas se substituer, pardon, à l'action sur le territoire. Donc, si c'est la tête de réseau qui finance quelque chose pour le territoire, enfin, pour le porteur de projet sur le territoire, ça marche pas. Par contre, si c'est un juriste, financier AMO au service de la tête de réseau pour estimer, là, ça marche. C'est vraiment ça la ligne de partage. Les fonds de dotation sont éligibles car ils peuvent recevoir des subventions publiques en théorie. Les fonds de dotation font partie des statuts ESS, par exemple, loi 2014, donc sont éligibles, tout à fait. Pourriez-vous réexpliquer la différence entre l'ingénierie de la tête de réseau par rapport à la création d'antennes? Enfin, ça, je pense qu'on a redit. Une société qui a 1 an d'existence peut-elle être considérée comme mature? C'est toujours un peu risqué. Après, on peut pas évaluer nous là. Enfin, c'est à vous de voilà d'évaluer si vous vous considérez assez mature, avec assez enfin aussi de pouvoir prouver que vous êtes en mesure d'avancer du FSE sur le temps du projet en termes de trésorerie. Enfin voilà, il faut avoir. Tout à fait, c'est pas inéligible dans l'absolu. Par contre, pour info, dans tous les programmes de changement d'échelle, accompagnement au changement d'échelle, pour justement préparer au changement d'échelle à venir, on demande souvent une maturité d'au moins 2 voire 3 ans en fonction des programmes. Donc 1 an, il faut vraiment donner des arguments très solides sur la maturité, sur le fait que l'innovation sociale a fait sa preuve de concept. Voilà, on sera forcément très très vigilant là-dessus et ce sera difficile pour être transparent. Alors, une question sur les financements RH, ça on y répondra au webinaire de la semaine prochaine, qui sera voilà, beaucoup plus sur le côté plan de financement et ma démarche FSE. Financez-vous de façon rétroactive sur 2023? Oui, donc ça, c'est ce qu'on a dit, c'est possible, mais du coup, il faut pouvoir justifier que vous avez l'habitude enfin, il faut être en mesure de justifier du coup, du temps passé, des dépenses qui ont eu lieu sur ce projet de manière rétroactive. Donc, généralement, c'est pour des structures qui ont déjà l'habitude des fonds européens et du FSE. Si vous n'avez pas le cas, alors voilà, généralement, c'est compliqué de faire du rétroactif. Est-ce qu'on peut être financé par le famille et ce FSE? Donc, le projet FSE ne peuvent pas être cofinancés par un autre fonds européen. Donc, uniquement par des financements publics-privés hors fonds européens. Donc, si c'est un autre fonds européen, vous ne pouvez pas. Et de l'autofinancement aussi, je crois. Pardon? Et l'autofinancement est éligible aussi, je crois. Et l'autofinancement est éligible. Tac, tac, tac. Il y a beaucoup de questions, donc on se Oui, permet il y a de beaucoup de trier. questions. J'essaye un peu de cibler Désolé les pour les plus. choix. Il est écrit dans le cahier des charges que les projets de fertilisation éligibles doivent impérativement faire l'objet d'un ancrage territorial. Est-ce que cela veut dire que les régions de fertilisation doivent être identifiées ou que la structure doit avoir une présence, un ancrage dans ces régions? Alors, on ne demande pas à ce qu'il y ait une création d'une antenne, puisque ce serait à l'opposé de la fertilisation, mais il faut que ce soit expliqué. C'est pas juste je fertilise et puis on verra qui prend. Il faut qu'il y ait quand même une approche de ciblage de territoire, des réseaux identifiés ou pas. Enfin voilà, qu'il y ait quand même une stratégie autour d'identification, en tout cas des cibles sur tel et tel territoire, un diagnostic territorial. Ça c'est quand même important. Et c'est quelque part un ancrage territorial. C'est juste l'ancrage. Soit il est porté par la structure en tant que telle qui va créer une antenne ou une filiale ou que sais-je, soit il est fait par un ancrage qui existe déjà sur le territoire et dans ce cas-là, on fertilise. C'est un peu ça le point. Il y a des questions sur l'avance. En fait, c'est deux choses différentes. Une avance et un acompte. L'avance, vous pouvez bénéficier d'une avance au moment de la signature, enfin, du conventionnement, de la signature de la convention sur votre projet, qui est, alors on l'a pas encore une fois, elle sera décidée en fonction du nombre de projets retenus et des montants FSE, mais en moyenne, elle est de 20% du montant FSE global. Et ensuite, vous déposez des bilans au réel, vous êtes remboursé. Mais si il y a des rejets, il est possible qu'à la fin, en fait, l'avance, elle est déduite des paiements qui se font en fait à la fin. Donc voilà, c'est deux choses différentes. Il y a l'avance sur le projet et ensuite vous déposez des acomptes où l'avance est déduite de ces acomptes.
Y a-t-il un accompagnement technique pour la partie essaimage de la part de la ville? Alors, oui, il y a des accompagnements techniques qui existent. C'est des programmes d'accompagnement. La BIS en opère un en lien avec la Fondation Massif qui s'appelle PINS, euh, qui accompagne sur un an à la préparation de la stratégie de changement d'échelle. Mais donc, la sélection se fait à partir de février, donc ça va pas vous aider dans le cadre de cet appel à projet. Et ensuite, il y a d'autres programmes qui existent, hein, Entropia de l'ESSEC, hein, l'école de commerce, la Fondation France Engage qui propose l'accompagnement, voilà, il y a des incubateurs aussi, hein, qui proposent de l'accompagnement, ne pas hésiter à se rapprocher aussi de son écosystème local. Tiens, Mickaël, il y a une question sur les montants moyens. Est-ce que tu pourrais remettre la slide sur les montants moyens par projet? Celle-ci? Oui, merci. Est-ce qu'une étude de faisabilité réalisée au niveau du siège pour l'ouverture d'une antenne régionale est éligible? Non, excuse-moi, j'essaie de trouver la question, c'est... Ah, pardon, c'est une question de Clara Coves, 9h46. Ah oui, est-ce qu'une étude de faisabilité réalisée au niveau du siège pour l'ouverture d'une antenne est éligible? Oui, tout à fait. Encore une fois, enfin tout à fait, si c'est bien expliqué, argumenté, mis en lien avec la stratégie, si c'est par contre une étude qui sort du chapeau, on sera très dubitatif sur l'intérêt de le faire. Une autre question d'éligibilité. L'essaimage dans l'accompagnement de structures dans le domaine agricole est-il éligible? Ou bien dans l'ESS pour les structures d'accompagnement? On est bien dans pardon. Encore une fois, l'appel à projet là, il vise les projets qui souhaitent effaimer. Les accompagnateurs ne sont pas la cible prioritaire du projet. C'est pour ça qu'on a fait un autre appel à projet de programmes nationaux d'accompagnement, mais qui est déjà passé. Après, sur le champ thématique, domaine agricole, là-dessus, on n'a pas de critères ou d'axes thématiques. Là, j'ai une question. Est-ce qu'on peut intégrer une prestation d'étude d'impact? De Nathalie Lannoy à 9h51. D'accord. Sur le fond, je vois pas pourquoi ce serait pas éligible. Par contre, j'ai du mal à faire le lien avec la stratégie d'essaimage parce que si l'étude d'impact vise à prouver qu'il y a une preuve de concept valide, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on ne sait pas si la preuve de concept n'est pas faite, donc c'est inéligible. Et si c'est, ou alors ça peut être une étude d'impact à venir pour consolider, renforcer un essaimage en cours. Bon, faut que ce soit bien expliqué. C'est difficile de répondre de but en blanc sans connaître le projet. Mais d'une manière générale, voilà, faut vraiment bien faire le lien avec la stratégie d'essaimage hein, pour ce type de questions. Une question de Marie Vieira. Vous mentionnez que vous souhaitez que nous vous apportions des éléments sur la stratégie d'essaimage, business plan, calendrier, organisation cible. Et en même temps, les actions éligibles permettent de financer l'ingénierie des têtes de réseau pour cette stratégie d'essaimage. Du coup, quel est le niveau de détail que vous attendez sur la stratégie d'essaimage dans la réponse? C'est une très bonne question. C'est vrai qu'il y a une forme de tension autour de cette question dans l'appel à projet, tout simplement pour la raison qu'on ne veut pas favoriser uniquement des projets qui ont déjà commencé à essaimer et qui sont déjà au clair sur leur stratégie et le déploiement de leur SMH. On veut aussi pouvoir financer des primo-SMR, hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et donc, ce qu'on va vérifier là, voilà, on peut pas juste donner un chèque en blanc quelque part à une structure qui souhaite essaimer sans stratégie pour financer la stratégie justement. Donc, il faut quand même qu'il y ait un embryon de stratégie, voilà, il faut quand même qu'il y ait des faisceaux qui convergent hein, sur le fait qu'il y a une intention, une fraction sur les territoires, et il faut quand même qu'il y ait un début de réflexion, quitte à ce que ce soit conforté par une analyse juridique, une étude de faisabilité, comme ça a été dit, qu'il faut financer par la suite, mais bon, voilà, il faut quand même qu'il y ait quelque chose. Hein. S'il n'y a rien du tout, ça va être compliqué de tout financer. La stratégie, ce sera pas un projet robuste et donc pas sélectionné. Et dans la continuité, est-ce que certaines thématiques sociales et environnementales sont privilégiées? Non, il n'y a pas d'axes spécifiques qui font gagner des points en plus par rapport à des thématiques ou des axes en particulier.
Euh, un poste de chargé de levée de fonds est-il éligible au financement? Dans la mesure où cela sert la tête de réseau. Côté FSE, c'est pas directement lié au projet, enfin dans le sens opérationnel. Enfin, généralement, c'est pas tellement des postes qu'on finance. Enfin, on est vraiment sur la réalisation concrète du projet. Enfin, ça reste, ça peut être financé en soi en dépenses indirectes qui sont forfaitisées, doivent pas être justifiées. Donc, vous pouvez éventuellement, mais en dépenses directes, a priori comme ça rentre pas, sera pas éligible. Peut-être qu'on peut dire, Solène, que la partie forfait sera expliquée la semaine prochaine, au prochain webinaire. Et donc, effectivement, il peut y avoir un bout de tactique de votre côté sur quel forfait choisir pour optimiser ce qui ne peut pas rentrer de fait, qui rentrerait plutôt dans les frais indirects. Donc, ça vaut le coup de suivre ce webinaire par rapport à ces questions-là. Donc, il y a toujours un peu d'incompréhension aussi entre le pas d'aide à la création de filiales en telle structure. Donc là, la question, c'est si le projet porte sur la modélisation d'un outil ou d'un système pour créer ou développer de telles entités. Ce n'est pas possible. C'est une question d'Erika Jaccaria. Les projets portent sur la modélisation d'un outil, le système pour créer et développer de telles entités. J'avoue que c'est assez abstrait et du coup j'ai peur d'apporter une réponse qui ne serait pas la bonne. Euh, je vous propose, il y a mon mail hein, sur la présentation, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail si besoin pour ce type de questions. Après, je ferai au mieux, je m'engage pas sur le délai de réponse parce que il y aura forcément beaucoup de mails. Je vois qu'il est, alors pour info, on a dépassé un petit peu l'heure, hein, il est 10h05, mais vous êtes encore près d'une centaine. On va peut-être prendre 5 minutes de plus pour essayer de coacher un maximum de questions. Et donc, Ouais. pour les autres, on propose de revenir aussi au prochain webinaire, hein, plus sur le FSE, mais ce sera l'occasion de creuser certains points et de répondre à certaines de vos questions aussi. Enfin, je te laisse aussi les piocher, Michael. Il y avait une question sur les honoraires et conseils juridiques financiers AMO payés par le national pour ouvrir des nouvelles filiales. C'est si on y a répondu, hein. Ah, on a répondu à ça, pardon. Ouais. Je vois qu'il y a une question sur est-ce qu'il faut plusieurs axes entre l'ingénierie et la partie capitalisation. Encore une fois, ça dépend. Il faut pas cocher toutes les cases, hein, forcément. Enfin, il faut que ce soit il faut que ce soit le bon projet par rapport à ce que vous avez envie de faire. N'inventez pas des axes pour nous faire plaisir. Ça se verra dans l'appel à projet et ça va vous desservir. La capitalisation, par contre, nous, on y porte une certaine attention. Ça nous paraît toujours intéressant de partager bonnes pratiques pour faire grandir toute l'ESS, hein, comme je disais. Donc voilà, c'est forcément un axe sur lequel on est sensible. Mais si par essence, vous êtes sur un projet peut-être, je sais pas, je dis un peu n'importe quoi exprès, mais technologique, avec une part de secret, donc pas tout n'est capitalisable. On va pas vous forcer à capitaliser pour autant. Donc, il faut que ce soit juste par rapport à l'essence et l'ADN de votre projet et de votre stratégie d'SMH. N'inventez pas des axes, s'il vous plaît, pour rentrer dans les cases. Les outils digitaux destinés à la diffusion du modèle sont-ils éligibles? Bah oui, si c'est dans la stratégie de fertilisation, la réponse est oui. Après, voilà, si tout le projet c'est un outil digital, ça va être compliqué parce que nous, ce qu'on veut financer, c'est la stratégie de fertilisation globale et pas un outil. C'est pas un appel à projet pour financer un outil en particulier. Donc, si l'outil est un moyen au service de la stratégie et une des composantes pour fertiliser, la réponse est oui, mais ça ne peut pas être la totalité du projet. Ok, je continue. N'hésitez pas l'équipe avise hein, si vous voyez des questions pertinentes, parce qu'il y en a beaucoup, donc on essaye de faire au mieux. Vous envoyez. Euh,
Alors, sur le choix du forfait, je vois qu'il y a une question, quel est l'accompagnement de la vis par rapport au choix du forfait. Je vous invite à faire le prochain séminaire la semaine prochaine, webinaire la semaine prochaine, euh, qui permettra d'avancer sur cette question. Et on vous transmettra un outil, un petit outil de simulation justement entre ces deux forfaits avant ça, pour, si vous voulez faire des simulations. Je vois une question sur une nouvelle implantation dans une région où nous sommes déjà implantés, mais dans un nouveau département, cette région est-elle compatible? La réponse est oui. Si l'idée, c'est de renforcer, c'est continuer l'FMH, c'est continuer dans de nouvelles régions. Et où, c'est écrit comme ça, renforcer dans des régions actuelles. Le critère, hein, je l'ai dit tout à l'heure, sur lequel il faut être vigilant, c'est l'intention d'essaimer ou de poursuivre l'essaimage dans au moins deux régions, autres que celle de la tête de réseau et du siège. Il y a les dépenses d'organisation de séminaires, de rencontres sont-elles éligibles au soutien à l'ingénierie? Oui, c'est des dépenses qui sont éligibles en temps passé, en fait, notamment. Après, le projet peut pas être qu'un séminaire, parce qu'il faut qu'il y ait des actions opérationnelles. Enfin, ça peut pas être qu'un projet de sensibilisation. Enfin, du coup, un séminaire est considéré comme une action de sensibilisation. Mais l'organisation de séminaire peut faire partie du projet et si il est pertinent dans le cadre du projet, le temps passé à cette organisation est éligible en dépenses de salariales. Et est-ce que l'essaimage d'un projet de soutien aux aidants peut-il être éligible? A Oui, priori. encore une fois, on n'a pas de critères spécifiques par rapport au secteur d'activité, à la thématique sociale ou environnementale. Donc oui, sur sur le fond, oui. Alors, pourriez-vous préciser, il y a toujours des questions sur la ligne de partage entre le financement de l'essaimage au niveau de la structure mère et le financement des antennes. Par exemple, le salaire d'un chargé d'essaimage géant, notamment pour fonction de créer des partenaires locaux, est éligible. Oui, la personne qui travaille en siège pour développer les partenaires au niveau local, pour lancer l'essaimage, pour s'assurer que la stratégie soit alimentée et soit déployée. La réponse est oui. Par contre, le porteur de projet en local, non. Ici, c'est un chargé de développement au niveau local ou un chargé de partenariat au niveau local. La réponse est non. Mais les personnes au niveau du siège, oui. Voilà, je vois l'heure. Est-ce qu'on prend peut-être deux dernières questions? Je regarde plutôt vers la fin. Euh, Quel budget global du FSE+ attribué à cet appel à projet? C'est 3 millions d'euros au total. Est-ce que le temps d'ingénierie nécessaire au transfert de savoir-faire est finançable? Oui, oui, tout à fait. L'idée, c'est de pouvoir financer le temps d'ingénierie, les personnes qui vont travailler sur le transfert d'un savoir-faire dans d'autres régions. Ça, ça rentre dedans. On peut prendre la dernière question et puis s'arrêter là. Toujours sur la question entre les territoires et le national. Oui, la toute dernière question. Pour clarifier la Ouais. question du territoire, pardon, pour le chat, quand vous dites deux régions distinctes sont nécessaires, est-ce que ça peut être un projet SMH sur une nouvelle région plus consolidation sur une région? Nous sommes déjà présents. La réponse est oui. Ok, très bien. Bah, je vois qu'il est quasiment 10h15. On n'a pas répondu à toutes les questions. On est désolé. Il reste plus d'une vingtaine de questions ouvertes et je n'ai même pas ouvert l'onglet discussion. Le petit chiffre à côté me fait peur. Mais voilà, c'était un court webinaire de 1 heure pour des questions vraiment plutôt sur l'appel à projet en tant que tel, même si ça dérive forcément sur aussi des questions plutôt liées au FSE. En tout cas, sachez qu'il y a un deuxième webinaire donc la semaine prochaine sur les questions où on va vous présenter un peu plus en détail les questions des forfaits du FSE. Il y a aussi le site pour répondre à ma démarche FSE, donc n'hésitez pas à vous reconnecter pour avoir les réponses sur ces questions-là. Le support va vous être présenté. Voilà, j'espère qu'on a répondu au mieux
à vos différentes questions. Encore une fois, désolé de ne pas avoir pu répondre à tout, mais il y a de trop nombreuses questions. En tout cas, on a essayé de faire un tour d'horizon sur les points principaux. Merci beaucoup. Une très bonne journée à tout le monde et on Merci. vous dit à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.